Il y avait 38 bougies dans les salles de réception de Chalcombe le 3 octobre 1816. Et Felicity Ashurst les avait comptées, une par une, 2 fois. Une première fois l'après-midi, quand elles sont sorties de la boîte dans leurs emballages en papier. Une seconde fois à 9 heures, quand la salle était comble et que la cire avait commencé à couler. Car l'assemblée payait ce qu'elle brûlait. Elle se tenait là où elle se tenait toujours, juste à l'entrée de la petite salle de cartes, dans le courant d'air, le deuxième châle de sa sœur sur le bras. De là, elle pouvait tout voir, sans être vue de personne. Quand on se tient là où se tiennent les domestiques, les gens vous regardent comme si vous étiez une fenêtre, et on n'invite jamais une fenêtre à danser. La musique était une contredanse. Le violoniste jouait trop vite. Le sol ciré était maculé d'une traînée grise. Et au milieu de tout ça, sous le meilleur éclairage, sa sœur Amabel recevait des félicitations. C'était la 9e fois de la soirée. « Un duc », dit à voix haute la cousine de Madame Bard, sans s'adresser à personne. « Un duc, et il n'a même pas 30 ans. » Les mains de Felicity sentaient le houblon. Elle était dans la brasserie à 6 heures ce matin-là. Elle retournait le malt. Car si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Et le brassage d'octobre ne pouvait pas être reporté pour un bal. Elle s'était frotté les mains avec du citron et du sable. Mais l'odeur était imprégnée dans sa peau maintenant, pensa-t-elle. Après 9 ans à faire ça. « Mademoiselle Ashurst », dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Sa sœur aussi, à 6 mètres de là, dans sa robe de mousseline blanche ourlée d'un fil d'argent. Le gentleman qui avait parlé s'inclinait déjà vers Amabel. Il ne s'adressait pas du tout à Felicity. Il avait parlé par-dessus elle, comme on parlerait par-dessus un porte-manteau. Elle laissa le châle glisser le long de son bras. Elle le replia sur l'autre et resta là où elle était. C'est tout. Elle avait cessé de rougir de ça il y a bien longtemps, aux alentours de son 20e anniversaire. Elle considérait cette perte comme une économie. Dans le registre paroissial, elle était Felicity Ashurst, fille aînée de feu Monsieur Ashurst de Ninefield. Selon toutes les règles de bienséance en Angleterre, les mots Mademoiselle Ashurst la désignaient clairement, sans prénom, elle et personne d'autre. Cette règle n'avait jamais été respectée une seule fois dans sa propre maison. Amabel avait traversé la pièce sans qu'on la voie bouger. C'était son don. « Fils, viens te mettre à côté de moi. Ils me regardent tous, et je n'ai plus rien à dire. »« Dis merci, » répondit Felicity. « Ça marche pour tout. »« J'ai dit merci jusqu'à ce que ça ne veuille plus rien dire. Alors ça fait son travail. » Amabel rit. 2 matrones près de l'urne sourirent en l'entendant, et le rire fit le tour de la pièce comme une pièce de monnaie. Elle avait 19 ans, elle avait la bouche de leur mère, l'aisance de leur père, et une façon d'être totalement ravie par ce qui se trouvait devant elle. Les gens prenaient ça pour de la gentillesse. Mais c'était, pensait Felicity, quelque chose de mieux, et de plus fragile. De toute sa vie, Amabel n'avait jamais eu à désirer quelque chose 2 fois. « Il n'est pas venu, » dit Amabel. Sa voix se perdit sous le son du violon. Tout le monde l'a remarqué. Maman dit que ça ne signifie rien. Ça signifie qu'il est à 300 km au nord et que les routes sont mauvaises. Il aurait pu écrire. Il a écrit à Monsieur Quayle, dit Felicity 2 fois. À Monsieur Quayle, répéta Amabel. Pas à moi. Felicity n'avait pas de réponse qui aurait pu rendre sa sœur plus heureuse. Alors elle ne lui en donna aucune. À la place, elle arrangea l'ourlet brodé d'argent, là où un fil s'était tiré. Et elle dit la vérité sous la forme la plus simple qu'elle put trouver. Il ne vous connaît pas encore. C'est tout ce que c'est. Non, dit Amabel. Il ne me connaît pas. Et elle retourna dans la lumière. Elle fut charmante. Et elle ne regarda plus la porte pendant un bon quart d'heure. Elles rentrèrent à 1 heure du matin. Elles traversèrent un brouillard qui recouvrait les champs, comme du lait renversé. Ninefield se trouvait au bout de sa propre allée. C'était une belle maison avant l'avant-dernière pluie. Maintenant, la pluie s'infiltrait par l'aile ouest et 2 cheminées étaient condamnées. Le plomb du toit de la laiterie avait été retiré. Il avait été vendu au printemps, sur ordre de leur belle-mère. Et depuis, personne n'avait prononcé le mot « vendu » à voix haute dans la maison. Rosannah Ashurst était assise, les pieds sur la chaufferette de la voiture, le menton relevé. 900 livres par an d'argent de poche, dit-elle à la fenêtre. Je le tiens de Monsieur Quayle lui-même. 900 livres, rien que pour ses robes et ses œuvres de charité. Maman, dit Amabel, et la dot a été avancée. Avancée avant le mariage.
Ce qui ne se fait pas pour tout le monde, je vous assure. C'est une marque de respect pour la famille. Elle savait exactement ce qu'était cette avance. Elle tenait le livre de compte de la maison. Et le livre de compte savait tout ce que la famille faisait semblant d'ignorer. 1100 livres étaient arrivés de l'homme d'affaires du duc en août. C'était un acompte sur la dot, entre les mains de sa belle-mère. À la Saint-Michel, 600 livres avaient déjà disparu. La voiture, qui était louée. Le trousseau, qui ne l'était pas. 2 trimestres d'intérêt pour M. Quayle. Il détenait l'hypothèque sur Ninefield. Il la détenait depuis la mort de son père. Il était très patient. Et il ne laissait jamais passer un mois sans leur rappeler à quel point il était patient. « Vous êtes bien silencieuse, Felicity, » dit sa belle-mère. « Je suis fatigué. Vous sentez la brasserie. » « Oui, à une réception où il y avait 3 gentlemen propriétaires. »« Il y en avait 4, » dit Felicity. « Le frère de M. Dadd a hérité des fermes de Trelly. » Rosina tourna la tête. Dans l'obscurité de la voiture, son visage n'était qu'une forme, mais une forme attentive. « Vous vous intéressez à la propriété maintenant. »« Je m'intéresse aux intérêts, » dit Felicity. L'échéance est le 11. Sa belle-mère ne dit plus rien de tout le trajet. La maison était froide, comme toujours. Felicity monta l'escalier de service avec une bougie. Elle passa devant la chambre où sa mère était morte quand elle avait 11 ans. Elle ne regarda pas la porte. Elle s'était entraînée à ne plus la regarder. Dans sa chambre, elle sortit le livre de compte de sous la lame de parquet déchaussée. Elle l'ouvrit sur ses genoux. C'était un gros livre laid, en papier brun. Le genre de livre que tient une femme de fermier. La première moitié était de la main de sa mère. Des recettes pour la bière d'octobre et le vin de sureau. Un cordial pour la toux d'hiver. Une note sur la quantité de baume à écumer et à quel moment. Les prix du malt remontant à 1798, avec le nom du vendeur en face de chaque entrée. La seconde moitié était de Felicity. Elle avait commencé à y écrire à 12 ans, car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Maintenant, il contenait 9 ans de la vie honnête de Ninefield. Chaque boisseau, chaque bougie, chaque shilling entrant et sortant. Écrit d'une petite main droite qui ne penchait même pas quand elle était en colère. Elle écrivit la date, puis 38 bougies, assemblées, pour 90, et en dessous, malt retourné, brasserie, 6 heures du matin. Puis elle resta assise un moment, la plume suspendue au-dessus du papier. 9 jours avant le mariage, sa sœur allait devenir duchesse, et le duc ne l'avait jamais vue. Toute l'affaire avait été arrangée par lettre, entre un homme d'affaires du Nord et M. Quayle à Chalcombe. De la même manière qu'on loue une ferme par lettre à un locataire qu'on n'a jamais rencontré, elle tourna 3 pages en arrière. Elle relut l'entrée qu'elle avait faite en août, le jour où l'annonce avait été envoyée à Londres. Sa belle-mère l'avait rédigée à cette même table. Le journal pliait à côté d'elle pour la formulation. Elle l'avait envoyée par la poste, sans la montrer à Amabel ni à personne. Un mariage est arrangé et aura lieu prochainement entre sa grâce le duc de Ravensleigh de Lowbridge et mademoiselle Ashurst de Ninefield, de ce comté. Mademoiselle Ashurst. Passe mademoiselle Amabel Ashurst, ce qui était la forme correcte pour une fille cadette. Sa belle-mère le savait aussi bien qu'elle connaissait son propre nom, et ça aurait coûté le même prix à imprimer. Felicity l'avait interrogée à ce sujet une fois. « Ça sonne mieux », avait dit Rosina. « Mademoiselle Ashurst de Ninefield, ça a une certaine allure. Ça sonne comme une vieille famille. » C'était vrai. Et pour quiconque connaissait les règles, ça sonnait aussi comme la fille aînée non mariée de la maison. Elle referma le livre et le remit sous la lame de parquet. En bas, une porte se ferma. Les pas de sa belle-mère résonnèrent dans le couloir, rapides et légers. Une femme de 44 ans, qui marchait encore comme une jeune fille, et qui, Felicity le savait, ne possédait que 70 livres par an, en tout et pour tout. Rosina Ashurst avait épousé un veuf avec 2 filles et un bon nom. Elle avait découvert à l'enterrement ce que valait ce bon nom. Ce n'était pas une femme méchante, c'était une femme effrayée. Et la peur, chez une femme de bonne famille, se manifeste par l'ambition, car l'ambition est la seule forme de peur dont on peut parler à table. Mistress Quayle vint dîner. Il venait le 2e mardi de chaque mois. Il portait un manteau d'un très bon tissu, coupé 2 ans en retard sur la mode. Il s'assit dans le fauteuil où son père avait l'habitude de s'asseoir, et il demanda des nouvelles des locataires, par leur nom. Ephraim Quayle était un négociant en Malte. Il avait commencé comme garçon malteur à Chalcombe. Maintenant, il possédait 4 malteries, un quai
et les hypothèques de 3 maisons de gentlemen dans le comté. Il avait 51 ans, et il n'avait jamais été invité à l'Assemblée. C'était tout ce qui le définissait, si on y regardait de près. « Mademoiselle Felicity, dit-il quand la nappe fut retirée, on m'a dit que votre brassage d'octobre a commencé. C'est 16 boisseaux, 20. Les hommes coupent le taillis ouest en novembre, et ils en voudront. 20, dit-il, et il sourit avec un plaisir sincère. Et pendant un instant, il fut un homme presque sympathique. Il n'y a pas une autre dame dans ce comté qui pourrait me dire ça. Pas une seule. Elles connaissent le nom de leur brasseur et rien d'autre. Nous n'avons pas de brasseur, j'en suis conscient. Il fit tourner son verre par la tige. Derrière lui, Rosina avait commencé à composer son visage. « Mademoiselle Felicity, quand votre sœur sera partie dans le nord, cette maison aura besoin d'une maîtresse. Ma belle-mère est la maîtresse ici. Votre belle-mère, dit M. Quayle, sera à Bath d'ici Pâques, s'il y a une justice. Elle prendra les eaux aux frais de quelqu'un d'autre. Je parle de Ninefield, je parle des terres, je détiens les titres de propriété, comme vous le savez, et je préférerais tenir une épouse que les titres. » Il le dit simplement et sans cruauté, ce qui était pire que s'il avait eu un sourire narquois. « Je sais ce que je suis, » continua-t-il. « J'ai 51 ans, je sens la touraille à Malte, et on ne m'invite pas aux salles de réception de ma ville natale. Vous savez exactement ce qu'est mon argent et ce qu'il n'est pas. C'est un réconfort pour moi. Je n'aimerais pas être pris par une femme qui pourrait être surprise. » Felicity regarda ses mains sur la nappe. « Vous seriez une dame d'importance à Chalcombe, dit-il. Vous garderiez votre brasserie. Je vous en construirai une nouvelle. Voilà donc l'offre, la forme entière de sa vie, faite honnêtement par un homme qui n'était pas un monstre, et qui serait très probablement bon avec elle, à sa manière. Il la prendrait, car une fille de gentleman au-dessus de sa porte était la dernière chose que l'argent pouvait lui acheter. « Je vous suis reconnaissante, dit-elle. Je dois demander du temps. Jusqu'au mariage de votre sœur, dit M. Quayle. Il faudrait être un piètre homme pour vous presser dans la même quinzaine. » Il se leva, s'inclina et sortit vers son cabriolet. Quand la porte d'entrée se referma, Rosina se tourna sur sa chaise. Sa voix était chaude comme une main sur la joue. « Vous voyez comme tout s'arrange, dit-elle. Vous voyez comme tout tombe bien. Il aura les intérêts pour une autre année, pour vous. Amabel sera installée, et vous aurez votre propre maison. Je n'aurais pas pu mieux manigancer si j'étais resté éveillé toute la nuit. » « Vous êtes resté éveillé toute la nuit, » dit Felicity. « Vous lui avez écrit en août, c'est dans le livre de correspondance. » Le visage de sa belle-mère ne changea pas du tout. C'était ce qui était effrayant chez elle. Elle avait une façon d'enjamber un fait, comme si c'était une flaque d'eau. « Vous me remercierez d'ici l'été, » dit-elle. Le mariage était fixé au 12, à 10 heures du matin, à l'église de Chalcombe. Le duc arriva dans le sud le 10 et s'installa à l'auberge Ravensleigh Arms à Marchford, à 17 kilomètres de là, car il était jugé inconvenant qu'il dorme sous le toit de la mariée. Il n'envoya aucun message le 11. Il envoya son avocat à la place, un homme sec et petit nommé Snell. Il resta 2 heures avec M. Quayle pour discuter de la dot. Il but un verre de vin et ne regarda personne. Felicity entendit toute la conversation depuis la distillerie, car la distillerie était sous le bureau et les planches étaient vieilles. Elle entendit les mots « la licence » et « Amabel Ashurst, célibataire de cette paroisse » et les « 1100 livres déjà avancés ». Puis la voix de M. Snell, toujours très sèche, disant que sa grâce désirait que le reste soit versé à la dame elle-même. Elle bloquait de sorte que personne de vivant ne puisse y toucher. Elle se tenait la main à plat sur le cuivre froid et pensa « Quoi qu'il soit d'autre, il prend soin d'elle. » C'était la première chose qu'elle avait jamais su sur cet homme. Le matin du 12 se leva, blanc de givre. À 7 heures, Peggy entra dans la brasserie, son bonnet de travers et le visage défait. « Mademoiselle, mademoiselle, il faut que vous veniez. » On avait dormi dans le lit d'Amabel. Ses vêtements de mariage étaient disposés sur la commode. Elle n'était ni dans la maison, ni dans le jardin, ni dans le champ menant à l'église. Way, la petite jument grise, avait disparu de la deuxième stalle. Sur l'oreiller se trouvait une lettre pliée en tout petit, adressée de sa main ronde et désordonnée à ma sœur. Felicity la lut, debout près de la fenêtre, dans son tablier de travail, les manches retroussées jusqu'au coude. « Fils, je ne peux pas. J'ai essayé pendant 2 mois d'en être capable,
Et ce matin, je me suis réveillée et je ne pouvais pas. Je ne suis pas courageuse comme toi. Je vais chez Sarah à Millcote et je resterai jusqu'à ce que maman ne puisse plus être en colère. Et si elle est en colère pour toujours, alors je resterai pour toujours. Dis-leur que j'étais malade. Dis-leur n'importe quoi. Je ne suis pas malade. J'ai seulement 19 ans et je ne connais pas son visage. Il a écrit à M. Quayle 3 fois et jamais une seule fois à moi. J'y serais allé s'il m'avait écrit. J'y serais allé. En bas, sa belle-mère l'a lu et devint blanche comme le papier. Puis elle se ressaisit, comme une cheminée qui tire. « Personne ne l'a vu, dit-elle. Personne. Il est arrivé au crépuscule jeudi et n'est pas sorti de l'auberge. Maman, vous êtes de la même taille qu'elle. » Rosina était déjà à la commode, soulevant le voile. Il y a le voile, il y a la robe, et le pasteur a 71 ans et il est aveugle comme une taupe. Vous direz oui, il ne saura pas, il ne peut pas savoir. Dans 15 jours, c'est fait. Et aucun homme sur terre ne défait un mariage qui est fait. Felicity se tenait très droite au milieu de la pièce. Vous voulez que je me marie sous le nom de ma sœur? Je veux que cette famille soit sauvée. La licence dit Amabel Ashurst. La licence dit ce que le clerc a écrit. Alors le mariage serait nul, dit Felicity. Pas douteux. Nul. C'est dans la loi. N'importe quel vicaire pourrait vous le dire, et n'importe quel tribunal le dirait en 5 minutes. Je serai sa femme exactement le temps qu'il faudrait à une personne dans cette église pour ouvrir la bouche. Les mains de sa belle-mère tremblaient sur le voile. Felicity ne les avait jamais vues trembler auparavant. « Alors quoi ?» dit Rosina. « Que proposez-vous que nous fassions? Il est à l'auberge. Les cloches sont commandées. La paroisse est sur la route. Les 1100 livres sont dépensés. »« Dépensées, dit Felicity. Elles sont dans la voiture et chez la couturière, et dans les intérêts de M. Quayle. Et on ne peut pas les récupérer même si je vendais mes propres dents. Quand la mariée ne viendra pas, l'avocat de cet homme nous aura tout pris d'ici Noël. Quayle réclamera les titres, et il ne restera rien. Pas un lit, pas un nom. Et voilà, c'était dit. Enfin, à voix haute dans une chambre froide par une femme effrayée de 44 ans. Felicity constata qu'elle n'était pas en colère. Elle avait épuisé sa colère des années auparavant sur de plus petites choses. Elle regarda la robe sur la commode. Elle pensa aux 17 kilomètres de route entre Chalcombe et Marchford, aux givre et à l'heure. Elle pensa à l'église qui serait pleine parce qu'un duc était venu dans le comté et qu'il n'y avait pas d'autre divertissement en octobre. Et elle pensa, c'est à cette partie qu'elle revint plus tard, qu'il y avait une personne en Angleterre qui pouvait dire la vérité au duc de Ravensley avant que cela ne devienne un désastre public. Cette personne se tenait dans cette pièce, dans un tablier de brasserie, les manches retroussées. « J'irai », dit-elle. Le corps entier de sa belle-mère se détendit. « J'irai », répéta Felicity, « et je porterai le voile dans l'allée. Si j'entre là-dedans dans mes propres vêtements, la paroisse le saura en 3 minutes, et ma sœur sera la risée de tous avant le dîner. Je garderai le voile baissé jusqu'à la marche du cœur. Puis je le relèverai moi-même, et je lui dirai ce qui s'est passé, et il n'y aura pas de mariage ce matin. Vous ne pouvez pas, vous pouvez venir en voiture avec moi, ou vous pouvez rester ici. Mais si vous êtes dans cette église, vous ne direz pas un seul mot. Pas un seul. Maman, vous avez dit assez de mots cette année pour nous enterrer. Elle monta et s'habilla dans la robe de sa sœur. Elle était trop courte de 3 pouces au poignet. Peggy pleura et épingla les manches, et Felicity lui dit d'arrêter, puis la remercia plus doucement. Au dernier moment, à la porte, elle retourna sur ses pas, prit le livre de compte de sous la lame de parquet déchaussée et le mit dans la voiture sous le siège. C'était la seule chose dans la maison qui portait sa propre écriture. Les cloches de Chalcombe sonnaient, alors qu'elle remontait l'allée. Le givre recouvrait encore le côté nord des pierres tombales à 10 heures du matin. Il y avait 4 voitures sur la route, peut-être 60 personnes qui attendaient près du portail dans leurs beaux habits, un garçon perché dans l'if et une odeur d'herbe foulée et de pierres froides. À l'intérieur, l'église était pleine à craquer. Felicity remonta l'allée au bras du vieil ami de son père, M. Dade, qui avait accepté de mener la mariée à l'hôtel, qui lui tapota la main 2 fois et ne dit rien, et qui était sourd et ne remarqua absolument rien. Le voile était en vieille dentelle. Elle voyait toute l'église à travers, comme à travers une tempête de neige. Le pasteur à la balustrade, le clerc avec le registre, les 2 bougies éteintes parce que c'était le matin, et un homme debout sur la marche du chœur, le dos à moitié tourné,
dans un manteau sombre, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, tout à fait immobile. Il se tourna quand elle fut à 6 pas. Des cheveux blonds cendrés coupés courts, et un visage dur, bien dessiné, tout en plan, rien de doux nulle part, et des yeux verts, un vert clair inhabituel, qu'il a parcouru une fois, de l'ourlet au voile, de la manière plate et sans hâte qu'un homme regarde un champ qu'on lui a vendu. Puis ils s'arrêtèrent. L'église continua de bruire et de tousser pendant peut-être 2 secondes. Felicity leva les 2 mains et releva le voile elle-même, le rabattit sur ses cheveux et le regarda. Le bruissement cessa. Nicholas, duc de Ravensley, ne bougea pas un muscle de son visage, mais quelque chose derrière se ferma comme une porte dans une partie lointaine d'une maison. « Vous n'êtes pas la mariée qu'on m'avait promise, » dit-il. Il ne le dit pas fort. Il n'en avait pas besoin. Il y a une qualité que certaines voix ont dans un bâtiment en pierre. Felicity lui sourit, ce qu'elle n'avait pas prévu. Cela vint de quelque part sous la peur, et ce n'était pas un sourire nerveux, et plus tard, elle ne put jamais l'expliquer à personne, et encore moins à lui. « Non, dit-elle, ma sœur était indisposée. 60 personnes inspirèrent en même temps. Le pasteur dit « Je vous demande pardon », et regarda son livre comme si le livre pouvait avoir la réponse. « Mademoiselle Amabel Ashurst n'est pas en mesure de se marier ce matin, » dit Felicity. Sa voix tint bon, ce qui l'a surpris. « La licence est à son nom. Elle ne peut pas être utilisée pour moi. Il n'y a pas de mariage à célébrer ici aujourd'hui, et je suis venu vous le dire moi-même, plutôt que de vous laisser la prendre d'une allée vide. » Le duc la regarda pendant 4 longues secondes. « Vous avez remonté l'allée, dit-il, pour me dire ça. Auriez-vous préféré que j'envoie un mot? La plupart des gens auraient envoyé un mot. La plupart des gens, dit Felicity, n'auraient envoyé aucun mot du tout, et vous aurez laissé planter là jusqu'à midi. » Sa mâchoire bougea. Pas un sourire, rien d'aussi généreux que ça, mais quelque chose. « Votre nom, dit-il. Felicity Ashurst. Mademoiselle Ashurst, dit-il lentement. L'aînée. Oui. L'annonce dans le Morning Post disait « Mademoiselle Ashurst, de Ninefield. » C'est exact, dit-elle. Je sais. Il tourna la tête et regarda un instant les bancs bondés. Tout le comté dans ses habits du dimanche, penché en avant, buvant la Seine. Puis il lui offrit son bras. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait, et ce fut fait si doucement que la moitié de l'église crut que le mariage allait avoir lieu. « Sacristy, dit-il à voix basse, à moins que vous ne vouliez que le reste de votre vie soit discuté dans cette allée. » Elle posa sa main sur sa manche. Ils sortirent par la petite porte près de la chaire, et les 60 personnes derrière eux firent un bruit comme le vent passant à travers un bois. Felicity Ashurst, dans la robe de sa sœur, avec les manches épinglées, entra dans la sacristie de l'église de Chalcombe, au bras de l'homme qu'elle venait de refuser publiquement d'épouser. La sacristie mesurait 8 pieds sur 10 et sentait les agenouillards humides et le vieux papier. Le duc ferma la porte et demanda courtoisement au pasteur de leur laisser la pièce. Et le pasteur partit, tenant toujours son livre. Rosena s'avança jusqu'à l'embrasure de la porte, fut regardée une fois et n'alla pas plus loin. Puis le silence se fit. Felicity s'assit sur le tabouret du clerc parce que ses jambes avaient commencé tardivement à comprendre ce qu'elle avait fait. Elle posa ses mains à plat sur ses genoux et attendit. Le duc se tenait près de la petite fenêtre, le dos tourné, pendant environ 12 respirations. « Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont nous voulions vous parler. Depuis des années, vous nous demandez une histoire plus longue. Alors, nous en avons écrit une. 3 romans complets. Une famille, 26 ans, une promesse. La trilogie La promesse du duc, par Gary Paton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures, avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité. Cherchez simplement en ligne La promesse du duc, par Gary Paton. Maintenant, installez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. Quand il se retourna, la chose fermée derrière son visage ne s'était pas ouverte, mais elle avait été mise de côté pour le moment, comme un manteau sur une chaise. « Racontez-moi tout », dit-il simplement. « Je n'ai aucun talent pour les récits délicats. » Alors elle lui raconta tout. La fuite de sa sœur, où elle était allée, et pourquoi. Les 1100 livres, où elles étaient passées,
Et combien était récupérable, c'est-à-dire rien. L'annonce dans le journal en août, sa formulation, et qu'il l'avait écrite. Elle n'adoucit pas le portrait de sa belle-mère. Elle ne la noircit pas non plus. Elle lui donna les faits dans l'ordre où ils s'étaient produits, de la manière dont elle les aurait inscrits dans le livre. Et quand elle eut fini, elle cessa de parler, ce que, avait-elle remarqué, la plupart des gens trouvaient difficile. Le duc ne l'avait pas interrompu une seule fois. « Vous tenez les comptes, dit-il. De tout ce qu'il aurait pu dire, cela ne figurait pas sur sa liste. Je tiens le livre de comptes de la maison. Oui, 1100 livres, dont 600 dépensés à la Saint-Michel. Vous m'avez donné le chiffre sans avoir de papier devant vous. Je sais ce qu'il y a dedans. Où est-il maintenant? Sous le siège de la voiture, dehors, dit Felicity. Je n'ai pas aimé le laisser dans la maison ce matin. Quelque chose traversa son visage et disparut avant de devenir quoi que ce soit. Restez assise, dit-il, et il ouvrit la porte, prononça 3 mots à Simmons, qui était venu du sud avec lui, et la referma. Snell va la porter. Je veux un nom de votre main et un nom de votre belle-mère, pour une comparaison, pas par méfiance, par habitude. Vous êtes un homme soupçonneux. Je suis un homme prudent. C'est une chose plus ennuyeuse, et ça dure plus longtemps. Monsieur Snell entra avec le livre en papier brun, et le posa sur la table de la sacristie, comme si c'était un acte d'État. Puis il ressortit. Le duc tourna 4 ou 5 pages, debout, et lut un moment. Felicity observa son visage et n'en apprit absolument rien, et pensa, il s'est entraîné à ça. La main de votre mère, puis la vôtre, dit-il. Où s'arrête la sienne? Avril 1805, à la moitié de la page. Elle écrivait une recette pour le cordial contre la toux, et elle ne l'a pas terminée. Il regarda cette page un peu plus longtemps que les autres. Puis il ferma le livre et posa sa main à plat sur la couverture un instant. Et Felicity comprit, sans qu'un mot ne soit dit, qu'il savait exactement ce que c'était d'avoir une page comme celle-là dans la maison. Mademoiselle Ashurst. Il lui fit face. « Je vais dire 4 choses et ensuite vous me direz ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Ne dites pas ce que vous pensez qu'un duc souhaite entendre. J'ai eu 30 ans de ça et je n'en ai plus l'utilité. Très bien. Premièrement, je ne suis pas blessé ce matin, seulement dérangé. Votre sœur ne m'a fait aucun tort que je puisse nommer. J'ai contracté pour une épouse par lettre, sans la voir, comme on achète un cheval à un ami. Je suis maintenant dans une sacristie, en train de découvrir ce que cela vaut. C'est très juste. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'arithmétique. » Il leva un deuxième doigt. « Deuxièmement, il y avait 60 personnes dans cette église. D'ici vendredi, il y aura un paragraphe dans les journaux de Londres, et d'ici dimanche, le paragraphe dira que le duc de Ravensleigh a été plaqué devant l'autel par une jeune fille de 19 ans qui ne voulait pas de lui. Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui sera imprimé. Ce qui s'est passé est une chose plus petite et voyage plus lentement. Un troisième doigt. Troisièmement, je ne suis pas en mesure de me faire ridiculiser en ce moment. Pas par vanité. Il y a une enfant à Lowbridge, la fille de mon frère, âgée de 7 ans, qui a été laissée à ma seule garde. La famille de sa mère a saisi la cour de la chancellerie pour dire qu'un célibataire vivant seul dans une maison fermée dans le Nord n'est pas apte à élever une fille. Ils ont peut-être raison. Ils n'ont pas tort de demander. Les mains de Felicity s'immobilisèrent sur ses genoux. « Ils s'en serviront, dit-elle. Ils s'en serviront d'ici lundi. Un homme qui ne peut pas se marier dans une église de campagne ne peut pas se voir confier une petite fille. C'est absurde. On y croira parce que la cour est composée d'hommes qui lisent les mêmes paragraphes que tout le monde. Et la quatrième chose, dit-il, c'est que je n'ai aucun désir de me marier avec qui que ce soit et que j'aimerais beaucoup qu'on ne parle plus jamais de moi. » Elle faillit rire. Elle se retint et il la vit se retenir, et ses yeux se plissèrent avec quelque chose qui était presque de l'intérêt. « Maintenant, dit-il, que voulez-vous » Felicity regarda ses mains. 6 semaines qu'elle y réfléchissait la nuit, et la réponse était prête depuis un certain temps. « 900 livres, dit-elle. Ce qui est la somme que vous deviez donner à ma sœur comme argent de poche en 1 an. Pas à moi, entre les mains d'un homme d'affaires, à mon nom, pour que personne ne puisse me la prendre, et que personne ne puisse la donner à son mari. Je veux que ma sœur soit en sécurité, hors de portée de ma belle-mère. Et je veux que l'hypothèque sur Ninefield soit remboursée à sa juste valeur, et non comme un cadeau. Comme une dette sur ces 900 livres à 5%, par écrit,
et je vous paierai les intérêts trimestriellement sur les revenus de la brasserie, et vous ne me remettrez pas un shilling. Le duc le considéra. Vous me devriez de l'argent pendant 10 ans. 12, dit-elle. J'ai fait le calcul. Pourquoi diable voudriez-vous ça? Parce qu'une femme à qui on doit une faveur est une mendiante pour le reste de sa vie, dit Felicity. Une femme qui doit de l'argent est une débitrice, et une débitrice est une personne. Il y a une colonne pour elle dans le livre. Le silence dans la sacristie changea de qualité. Et en retour, dit le duc, qu'aurais-je? C'est à vous de le dire. C'est vous qui avez l'enfant et le paragraphe. Il traversa 2 fois la petite pièce. 8 pieds sur 10 ne permettent pas beaucoup de marche, et elle vit qu'il le faisait quand même, parce que son corps voulait le mouvement. Des fiançailles, dit-il. Pas un mariage. Des fiançailles annoncées dans les mêmes journaux qui s'apprêtent à me ridiculiser. Entre le duc de Ravensley et mademoiselle Ashurst de Ninefield, ce qui, comme vous l'avez observé, est exactement ce qui a été imprimé en août. Rien à corriger, et aucun mensonge nulle part. Simplement un comté qui a mal compris de quelle sœur il s'agissait, et 2 personnes trop bien élevées pour le dire. Felicity le dévisagea. C'est froid. Oui, j'allais dire bien arrangé. C'est ça aussi. Il s'arrêta près de la fenêtre. Vous viendriez au nord, à Lowbridge, comme ma fiancée, avec ma grand-tante dans la maison pour la bienséance. Vous seriez vus. Vous seriez vus à Noël et à Londres au printemps, et par les hommes qui décideront pour l'enfant. Et à la fête de l'Annonciation, quand la chancellerie aura statué, vous trouveriez que nous ne nous convenons pas. Vous le diriez publiquement, et la première. C'est la dame qui rompt. C'est la seule façon de le faire sans vous nuire, et je ne le ferai d'aucune autre manière. Et l'argent reste acquis de toute façon. L'argent vous est versé la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive ensuite, si vous quittiez Lowbridge demain matin, il serait toujours à vous. Il le dit d'un ton neutre. Je n'achète pas les gens, mademoiselle Ashurst. J'ai trouvé que ça les rendait ennuyeux. Elle était assise dans la robe de sa sœur, dans la sacristie froide, et pensait à la nouvelle brasserie de M. Quayle, aux 2 pièces à Bath et aux 12 ans d'intérêt trimestriel. Elle pensa au fait que dans 5 mois, elle serait une femme qui avait plaqué un duc, une chose dont personne dans ce pays ne se remettait ou n'oubliait. « On dira beaucoup de choses sur moi, dit-elle. Oui, certaines me seront dites en face. Presque aucune, dit-il. C'est le pire. Vous pourrez le sentir dans une pièce et ne jamais pouvoir mettre la main dessus. » Elle leva les yeux. Il la regardait avec ses yeux verts et clairs. Pour la première fois, elle eut le sentiment d'être vue par lui. Pas regardée, pas mesurée, mais vue, de la même manière qu'elle voyait le cuivre atteindre la bonne température. « Pourquoi ne pas simplement accepter la perte ?» demanda-t-elle. « Vous pourriez partir au nord demain et les laisser imprimer ce qu'ils veulent. Dans 5 ans, personne ne s'en souviendrait. À cause de l'enfant, dit-il. Vous pourriez engager une gouvernante, une intendante et tout un régiment de respectabilité. Je les ai engagés, dit-il, 2 fois. Elles partent. C'est tout ce qu'il lui donna. C'était, pensa-t-elle plus tard, la chose la plus honnête dite dans cette pièce, et elle tenait en 3 mots. Très bien, dit Felicity Ashurst, jusqu'à la fête de l'Annonciation. Il lui tendit la main, comme à un homme. Elle la prit, et sa main était chaude, dure, entièrement stable, et la sienne, elle fut agacée de le remarquer, n'était ni l'une ni l'autre. Ils partirent pour le nord le 28. Amabel rentra de Millcote la semaine précédente, pleura et fut pardonnée par tout le monde sur le champ, comme les choses s'étaient toujours passées pour Amabel. Elle devait être envoyée chez leur tante à Bristol jusqu'au printemps. Felicity avait mis cela dans les termes de l'accord, avait vu la bouche de sa belle-mère se pincer et n'avait pas bougé. « Vous appréciez cela » dit Rosina. « Non » dit Felicity. « Je le fais. » Le dernier matin, Amabel s'assit au bout du lit pendant qu'on sanglait la malle, tordant la ceinture de sa robe en une corde. « Tu n'es pas en colère contre moi, dit-elle. Tu n'as pas été en colère une seule fois, et c'est terrible. J'ai été en colère. Tu étais à Millcote pour ça. Fils. » Le visage de sa sœur était bouffi et jeune. « Veux-tu me dire la vérité? Est-il terrible? » Felicity y réfléchit honnêtement, ce qui était une habitude que sa famille trouvait éprouvante. « Il est froid, dit-elle. Je ne pense pas qu'il soit méchant. Je pense que c'est un homme qui a décidé que vouloir des choses est un mauvais marché et qui s'y est tenu longtemps. Ça a l'air terrible. Ça a l'air fatigant, dit Felicity. Il y a une différence. Lowbridge se dressait en tête de sa vallée dans le nord du pays, avec la lande descendant jusqu'au mur sur 3 côtés
et une rivière en contrebas coulant de la couleur du thé fort. C'était une grande maison de pierre grise, basse et longue, construite en 3 parties sur 200 ans, avec 14 cheminées. 2 d'entre elles fumaient. Felicity les compta depuis la fenêtre de la voiture, alors qu'ils parcouraient le dernier kilomètre, et elle avait saisi l'ensemble de l'endroit avant même de franchir la porte. À l'intérieur, la moitié des pièces étaient sous des housses de toile. La longue galerie était fermée. La façade S avait ses volets clos, et les volets clos avaient cet aspect gris et duveteux que prennent les volets quand personne ne les a ouverts pendant tout un hiver, puis un autre. Il y avait 18 domestiques dans le hall, et la place de l'intendante à leur tête était vide. « Madame Tapsil est décédée à la Pentecôte », dit le duc, voyant où elle regardait. « Nous ne l'avons pas remplacée. »« Qui garde les clés ?» dit-elle. « Le majordome les garde, et la distillerie est fermée. » Il dit. « Depuis 2 ans. » Il le dit sans s'excuser, de la manière dont on rapporterait la météo dans un comté où l'on ne vit pas. Cette nuit-là, Felicity dormit dans la chambre bleue avec un feu qui fumait et resta éveillée à écouter une maison qui ne faisait aucun bruit. Lowbridge était impeccable, froid, correct et fermé. C'était une maison qui avait été soigneusement rangée par quelqu'un qui n'avait pas l'intention de l'utiliser à nouveau. Elle rencontra la grand-tante au petit-déjeuner. Lady Brennis Waldron avait 76 ans, était assise très droite en soie noire, avec le bras d'un laquais pour s'appuyer sans jamais l'utiliser, et regarda Felicity par-dessus la cafetière pendant un long moment avant de parler. « Alors, vous êtes la sœur ? » ?»« Je le suis. »« Vous avez remonté une allée dans une robe empruntée pour dire à un duc en face qu'il ne se mariait pas. C'est exact. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'était le moyen le plus rapide, » dit Felicity. « Et parce que quelqu'un dans cette église allait être humilié, et je préférais que ce soit moi plutôt que ma sœur. Je suis meilleur à ça. » Lady Brennis posa la cafetière. « Asseyez-vous là, » dit-elle en montrant du doigt. « Pas là, là, où je peux vous entendre. Je suis sourde de l'oreille gauche depuis 69. » C'était une femme qui avait enterré un mari, 2 fils et un neveu, et qui en était sortie avec une langue comme une râpe de maréchal Ferrand, et aucune utilité pour les faux-semblants. « Vous savez ce qu'ils disent à Marchford, dit-elle, que je me suis mise en avant, que vous vous êtes mise en avant, que votre belle-mère a vendu la mauvaise fille, et que mon petit-neveu est soit un imbécile, soit un homme avec quelque chose à cacher. » Elle remua son café. La première s'estompera. La seconde est injuste et nous survivra à tous les deux. La troisième est celle qui fera des dégâts à Londres. Je ne vais pas me défendre à Londres. Non, vous allez être vu. C'est tout à fait différent et plutôt plus difficile. Les yeux de la vieille femme étaient pâles et perspicaces. Je n'ai pas approuvé cet arrangement. Je le lui ai dit. C'est une manigance froide, et ça finira en larmes. Et à mon âge, je suis obligé de m'intéresser à ce pourquoi mes larmes sont dépensées. Alors pourquoi êtes-vous ici, madame ? Parce qu'il me l'a demandé, dit Lady Brennis. Il m'a demandé 4 choses en 20 ans. Je suis venu pour les 4. Ils trouvèrent l'enfant dans la salle d'études au 2e étage, sous la carte du monde, en train de faire ses calculs. Tamson avait 7 ans, petite pour son âge, avec les cheveux blonds de son oncle et aucune de son immobilité. Elle était pleine de petits mouvements, un pied qui se balançait, un pouce qui triturait le coin de l'ardoise. Elle se leva, fit une révérence correcte et regarda Felicity avec un intérêt franc et mesuré. « Êtes-vous celle de l'église ?»« Tamson, » dit la gouvernante. « Je le suis, » dit Felicity. « Simmons dit que vous avez enlevé votre voile devant tout le monde. »« C'est exact. Pourquoi ?»« Parce que j'avais quelque chose à dire, » dit Felicity. « Et il est très difficile d'être cru à travers de la dentelle. » L'enfant se rassit. « Allez-vous être ma tante ?» La gouvernante fit un petit bruit. Felicity ne quitta pas la petite fille des yeux. « Je vais être ici jusqu'à la fête de l'Annonciation, » dit-elle. « C'est le 25 mars. Après ça, ce n'est pas décidé. Et je ne vous dirai pas que ça l'est, parce que je n'aime pas qu'on me dise des choses qui se révèlent fausses, et je suppose que vous non plus. » Tamson la regarda un instant. « Oui, dit-elle, je n'aime pas ça. » Et ce fut, comme Lady Brennis l'observa plus tard, toute la cour de cette jeune dame particulière, faite en 4 phrases, ce qui était 3 de plus que ce que son oncle exigeait généralement. Dans le bureau du duc ce soir-là, il y avait 2 lettres sur le bureau. La première venait de son avocat londonien et concernait la requête en chancellerie de l'oncle maternel de l'enfant, un certain Monsieur Verender de Bristol,
qui était un homme respectable avec une femme respectable et 800 livres par an, et qui voulait la fille de sa sœur décédée et les 4000 livres qui allaient avec. Nicholas la lut 2 fois et la posa. La seconde lettre était dans le tiroir supérieur gauche, où elle se trouvait depuis le mois de mars précédent, et elle était toujours scellée. Elle lui était adressée de la main de son frère. Desiderius l'avait écrite un mardi et était mort le jeudi d'une fièvre à 34 ans dans une maison à 7 miles de celle-ci. Il n'était pas lâche, mais il avait appris que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées, et il avait vécu passablement bien pendant 19 mois en ne posant tout simplement pas la main sur le loquet. Il ferma le tiroir. Par la fenêtre, il pouvait voir la cour de l'écurie et les 2 femmes la traversant. Sa grand-tante entrant par la porte et derrière elle, la jeune Ashurst dans une pelisse grise, s'arrêtant pour regarder la brasserie. Juste la regarder, la tête un peu penchée, les mains jointes. Elle resta là dans le froid pendant 4 minutes, montre en main. Puis elle entra par la porte après sa tante, et Nicholas constata qu'il était resté à la fenêtre pendant 4 minutes également, ce qui n'était pas une chose qu'il faisait. La brasserie de Lowbridge n'avait pas été utilisée depuis l'époque de la vieille duchesse. Elle avait une cuve en cuivre de 20 barils, une cuve de brassage en bon chêne avec 2 douves manquantes, un bac de refroidissement et beaucoup de saleté. Felicity obtint la clé du majordome en la demandant comme s'il n'y avait aucune possibilité de refus. C'est ainsi, avait-elle découvert, que l'on obtient les clés. Puis, elle alla voir le duc. « Je veux la brasserie. » Il leva les yeux de ses papiers. « Dans quel but ? Pour brasser. Vos hommes boivent une mixture aigre de Marchford à 14 shillings le baril. Et elle est mauvaise. Et ils en boivent plus parce qu'elle est mauvaise. Je peux faire mieux ici pour 9 et mettre la différence dans la poche du domaine. Nous avons un majordome et un intendant pour ça. Votre intendant a 300 acres à gérer et votre majordome a 68 ans, dit-elle. De plus, aucun d'eux ne le fera, parce que personne à Lowbridge ne fait quoi que ce soit qui n'ait pas été fait l'année dernière. Je suis dans cette maison depuis 15 jours. C'est une maison très bien entretenue, dans laquelle il ne se passe absolument rien. Il y eut un silence. C'est une chose difficile à dire à un homme dans son propre bureau, dit le duc. Vous m'avez dit de dire ce que je veux, au lieu de ce qu'un duc souhaite entendre. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Il posa sa plume. Prenez la brasserie, dit-il. Envoyez-moi les comptes, pas à l'intendant, à moi. Vous ne les lirez pas. Je lis tout, dit Nicolas. C'est le seul vice que j'ai. Novembre à Lowbridge fut 3 semaines de pluie et 1 semaine de gel intense. Felicity fit récurer la cuve en cuivre avec du sable et du vinaigre par 2 des jardiniers. Elle fit retirer et remplacer les 2 douves par le charpentier du domaine, qui lui dit que ce ne pourrait pas être fait avant Noël, puis le fit en 9 jours parce qu'elle le lui demanda 2 fois et le remercia 1 fois. Elle acheta du malt à un malteur de Marchford, refusa son premier prix et son second, et accepta le 3e avec les sacs pesés devant elle dans la cour. Le 8 décembre, elle brassa 20 barils de petite bière et 8 de la forte bière d'octobre. Toute l'aile ouest de la maison en embaumait. Lady Brenness dit que c'était la première chose qui s'était passée à Lowbridge depuis les funérailles, et qu'elle ne voulait pas entendre un mot contre cette odeur. Et Felicity ouvrit un nouveau livre. Pas celui de sa mère. Celui-là restait dans sa chambre sous le linge maintenant, au lieu d'une lame de parquet. Le nouveau était simple et réglé, acheté à Marchford pour 2 shillings et 3 pence. Et sur la première page, elle écrivit « Foyer et brasserie de Lowbridge, commencé le 21 novembre 1816 ». Et puis elle commença à le remplir de sa petite main droite qui ne penchait pas. Il se remplit rapidement, et pas seulement de malt et de houblon, mais de la maison. Que Simmons, le laquais, avait une mère à Weatherall avec une mauvaise jambe et marchait 6 miles le dimanche. Que les feux dans le passage ouest étaient préparés chaque jour et jamais allumés, par un ordre donné il y a 2 ans que personne n'avait pensé à annuler. Qu'il y avait 9 livres et demi de bougies de cire par semaine, brûlées dans des pièces où personne n'entrait. Elle nota tout et ne dit rien à ce sujet. La 3e semaine de décembre, elle laissa le livre ouvert sur la table du bureau quand elle apporta les comptes de la brasserie, partit et ne revint le chercher que le soir. Il avait été déplacé de 2 pouces et la page avait été tournée. Le lendemain matin, les feux dans le passage ouest n'étaient pas préparés. Le duc ne lui en dit rien. Il ne le mentionna jamais, ni à ce moment-là ni plus tard, et elle ne le demanda jamais.
car il y a des conversations qui sont plus utiles, non tenues. Noël fut calme. Il y eut des locataires dans le hall la veille de Noël, et la forte bière d'octobre circula. Un des bergers de la ferme du haut dit à Felicity en face qu'elle était meilleure que celle de sa mère. Elle l'écrivit dans le livre la même nuit, comme une entrée à part entière, avec la date. Tamsin fut autorisée à veiller. Elle s'endormit contre le bras de Felicity à 9 heures. C'est le duc qui la porta, tenant l'enfant avec raideur, correctement, avec grand soin, comme un homme manipulant quelque chose d'emprunté. À la porte de la salle d'études, il dit doucement « Je ne sais pas quoi faire d'elle. »« Vous le faites. »« Non. » Il déplaça le poids de l'enfant. La famille de sa mère dit qu'elle a besoin d'un foyer, et ils n'ont pas tort. Cette maison n'a pas eu de Noël depuis celui de mon frère. Alors elle en a eu un maintenant, dit Felicity. Il la regarda par-dessus la tête endormie de la petite fille. Jusqu'à la fête de l'Annonciation, dit-il. Jusqu'à la fête de l'Annonciation, acquiesça-t-elle. Aucun d'eux ne trouva la phrase aussi satisfaisante qu'elle l'avait été en octobre. Elle le trouva avec la lettre le 4 janvier à 2 heures du matin. Elle était descendue pour la fermentation. C'était la vérité. La forte bière d'octobre était dans la cave en 6 fûts, et le temps s'était adouci dans la nuit. Et une nuit douce sur une jeune bière peut faire un gâchis dans une cave. Elle remonta le couloir avec la bougie, et la porte du bureau était entr'ouverte de 2 pouces, et il y avait de la lumière. Il était au bureau, sans son manteau, avec une lettre devant lui. Il ne la lisait pas. Il était assis, tout à fait immobile, les 2 mains à plat sur le bureau de chaque côté de la lettre, la regardant comme un homme regarde un chien qui pourrait ou non mordre. Elle aurait dû passer son chemin. Elle se tint à la porte à la place. « Elle est scellée, dit-elle. »« Oui. Depuis combien de temps ? » ?»« 19 mois et 6 jours. » Il ne leva pas les yeux. Felicity entra, posa sa bougie sur le coin du bureau et s'assit sur la chaise en face, ce que personne à Lowbridge ne faisait sans y être invité. « Mon frère, dit-il. Il l'a écrite le mardi. Il était mort le jeudi. Nous ne nous étions pas parlé depuis mars 14. Pour quelle raison ? Un cheval. » Elle attendit. « Ce n'était pas pour un cheval, dit-il. Ça a commencé avec un cheval. Il avait 32 ans et on lui avait vendu une rosse à la foire de Marchford par un homme que tout le monde connaissait. Et je l'ai dit devant 2 de ses amis, de la manière dont je dis les choses. Il m'a dit que j'avais une façon d'avoir raison qui écorchait la peau, et il avait raison. Puis sa femme est morte, et je ne suis pas venu parce que j'étais en train d'avoir raison sur autre chose. Puis, 1 an a passé, puis 2. Il fit tourner la lettre d'un quart de tour sur le bureau avec un doigt. Il a eu la fièvre 4 jours. Le frère de Simmons est venu à cheval le jeudi matin, et j'étais à Londres. Je suis arrivé à 9 heures du soir. Était-il ? Non, dit le duc. Il ne l'était pas. Il était parti vers 4 heures. Vous avez peur de ce qu'elle dit, dit-elle. J'ai peur de 2 choses, et elles sont de la même taille. Sa voix était parfaitement égale. J'ai peur qu'elle dise qu'il ne m'avait pas pardonné, et j'ai peur qu'elle dise qu'il l'avait fait. Il l'avait dit, et cela se trouvait entre eux sur le bureau, avec le seau intact. Felicity pensa à toutes les choses qu'elle pourrait dire, qu'il devait l'ouvrir, que son frère aurait voulu ceci ou cela. Elle avait été la destinataire de chacune de ces phrases à 11 ans, dans une maison où une femme avait cessé d'écrire au milieu d'une recette de cordial pour la toux. Aucune d'entre elles n'avait jamais valu le souffle qu'il fallait pour la prononcer. Alors elle ne dit rien. Elle s'assit avec lui à la place, dans le bureau froid avec 2 bougies et un feu éteint, pendant près d'1 demi-heure, tandis qu'un vent doux se levait dehors et s'acharnait sur les volets. À un moment donné, il retira ses mains du bureau. Quelque temps après, il dit merci à la fenêtre plutôt qu'à elle. Quand elle se leva pour partir, à la porte, il dit « Mademoiselle Ashurst, votre grâce, vous ne m'avez pas dit de l'ouvrir. Non. Tout le monde me dit de l'ouvrir. Ma tante me dit de la brûler, ce qui est au moins original. C'est votre lettre, dit Felicity. Vous l'ouvrirez le jour où vous pourrez le supporter, et pas 1 heure avant, et elle sera toujours là. C'est la seule miséricorde du papier. » Elle prit sa bougie, monta, ne dormit pas et fut dans la brasserie à 6 heures. La 3e semaine de janvier, les lettres commencèrent à arriver pour de bon. L'affaire de la chancellerie était prévue pour le printemps. Monsieur Verender de Bristol avait déposé une déclaration sous serment. Il y déclarait respectueusement que sa grâce le duc de Ravensley ne tenait pas d'établissement convenable, que la maison était sans intendante depuis la Pentecôte précédente, que ses récents arrangements matrimoniaux
avait connu une fin publique et singulière dans une église paroissiale devant 60 témoins. Monsieur Snell écrivit qu'il serait obligé d'y répondre. La réponse serait bien plus forte, disait-il, si le foyer pouvait être montré comme étant établi et entre les mains d'une dame, et si les fiançailles pouvaient être montrées comme réelles et non comme un bout de papier. « Il veut que nous allions à Londres, dit Lady Brennes, pliant la lettre d'un coup sec. Il veut que vous soyez regardé. Alors je serai regardé. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. J'en ai une petite idée, dit Felicity. On ne m'a pas regardé pendant 22 ans. Je trouve que j'aimerais voir à quoi ressemble l'autre chose. La vieille femme rit une fois, comme un corbeau. Vous ferez l'affaire, dit-elle. Que Dieu vous aide. Vous ferez l'affaire. Londres en février était un brouillard jaune et beaucoup de bruit. La maison Ravensley se trouvait sur une place, et elle avait été fermée pendant 3 ans, et les housses furent retirées des meubles 2 jours avant leur arrivée. Felicity fut mesurée, essayée et tournée sur un tabouret par une modiste de Bruton Street pendant près d'1 semaine. « Gris, dit-elle de la 4e robe. Pas le bleu, gris avec la bonne dentelle, et rien du tout dans les cheveux. Madame, le bleu est à la mode. La mode est pour les filles qui souhaitent être confondues les unes avec les autres, dit Lady Brennes. Celle-ci s'est tenue dans une église et a dit la vérité à un duc. Habillez-la comme ce qu'elle est. C'est ainsi que Felicity Ashurst entra dans les salons de Lady Chevley le 12 février, en gris colombe avec de la vieille dentelle, au bras du duc de Ravensley. 400 personnes étaient là, et chacune d'entre elles avait lu le même paragraphe. La pièce ne devint pas silencieuse. Elle était trop bien élevée pour ça. Elle fit quelque chose de pire. Elle continua de parler exactement au même volume, sur un ton légèrement plus aigu, et se tourna par un ou deux, comme l'eau se tourne quand quelque chose y est entré. « Respirez, » dit le duc sans bouger les lèvres. « Je respire. Vous tenez votre bras comme une femme portant une cruche. J'ai porté beaucoup de cruches. Alors portez celle-ci, dit-il, comme si elle était à moi. » 200 personnes regardèrent le duc de Ravensley dire quelque chose à voix basse à sa fiancée, et la regardèrent lever les yeux vers lui avec un début de sourire sur les lèvres. Ils se firent leur propre opinion sur la nature de ces fiançailles. La société décida ce février-là qu'elle n'était pas jolie, mais qu'elle valait la peine d'être regardée quand même, ce qui est le verdict le plus dangereux qu'elle puisse rendre. Lady Brennes s'assit près du feu, à 2 heures du matin, et retira ses gants doigt par doigt. « Ils diront que vous êtes intelligente, dit-elle. C'est le seul compliment qu'ils ne peuvent pas pardonner. Soyez ennuyeuse pendant 15 jours et ça passera. Et après ça, ils diront qu'ils vous aiment bien. » La vieille femme dit, « Celui-là, vous ne pouvez pas le guérir du tout. » Les lettres de la maison arrivaient le vendredi. Amabel écrivait de Bristol, 3 feuilles croisées, principalement sur un lieutenant Trace, qui avait une demi-solde, une claudication, aucune perspective, et qui la connaissait depuis qu'elle avait 14 ans. Elle ne devait pas penser à lui, et y pensait à chaque page. Peggy écrivit une fois, mal, avec des nouvelles qui valaient tout le reste. « Mademoiselle, ils sont venus en janvier et ont réparé le toit de la brasserie, et la cuve est récurée et remise à neuf. Il y a 8 sacs de malt dans le grenier de Marchford. » L'homme a dit que c'était commandé et payé, et il n'y avait pas de mot avec. Madame Bardell dit que c'était votre duc. Personne ne nous a rien dit. Monsieur Q est venu, a regardé et est reparti sans s'arrêter pour dîner. Felicity l'a lu debout dans le hall, son chapeau encore sur la tête. Pas de mots. Et donc rien pourquoi il pourrait être remercié, et rien dont quiconque ait besoin de parler au petit déjeuner. Elle entra, posa la lettre sur le bureau devant lui, et resta là pendant qu'il la lisait. « Vous avez réparé un toit qui ne m'appartient pas, » dit-elle. « J'en détiens les titres depuis novembre. C'est dans votre accord. » Il n'y avait rien dans l'accord sur 8 sacs de malt. Le duc posa la lettre et l'aligna avec le bord du sous-main. Elle avait appris que c'était ce qu'il faisait de ses mains quand il avait l'intention de ne rien dire. « Une brasserie vide se détériore, » dit-il. « C'est un gaspillage d'une bonne cuve. »« Oui, » dit Felicity. « C'est ce que je pensais que vous diriez. » Elle était à la porte quand elle s'arrêta, la main dessus, et prononça son nom. Nicholas. Elle ne l'avait jamais dit, et avait pensé à le dire plus qu'elle ne l'aimait. Il sortit doucement, et traversa la pièce, comme une pierre posée sur une table. Il leva les yeux. « Merci, dit-elle.
pour une chose qui était un gaspillage d'une bonne cuve. Elle sortit, ferma la porte et resta un moment dans le couloir, la main toujours sur la poignée. Nicholas Ravensley resta un temps considérable à regarder une lettre d'une femme de chambre. Sa belle-mère arriva en ville la dernière semaine de février. Rosina Ashurst prit 2 pièces dans une rue décente, près de Cavendish Square, à un loyer qu'elle ne pouvait pas payer au-delà d'avril. Et elle vint parce qu'il était nécessaire d'être vue en marge de l'affaire. Elle était très charmante, et charmante avec Lady Brennes, qui était impolie avec elle. Elle entendit une femme dans Grosvenor Street dire « la belle-mère ». On dit qu'elle a envoyé la mauvaise exprès, et fut charmante avec cette femme pendant 40 minutes. La nuit, elle s'asseyait avec ses comptes et sa bougie. 70 livres par an, 41 livres au monde en plus, une fille à elle sans fortune, et un lieutenant de Bristol à l'horizon, et une belle fille, la laide, celle à laquelle elle n'avait jamais eu à penser, assise en gris colombe dans les salons de Lady Cheveley, avec le bras d'un duc sous le sien. Elle n'était pas, à son avis, une femme méchante. Pendant 12 ans, elle avait fait son devoir envers un homme qui parlait de sa première femme à table. Et maintenant, il y aurait 2 pièces à Bath, un bonnet, une jeune fille le matin, et 30 ans à être priée de compléter une table. Elle pouvait le voir, elle le voyait chaque nuit à peu près à 7 heures, et c'est le fait de le voir, et non une quelconque méchanceté, qui la poussa à faire ce qu'elle fit ensuite. Elle écrivit à M. Quayle. Il monta à Londres le 4 mars, demanda Mademoiselle Felicity Ashurst à Ravensley House à 10 heures du matin, fut introduit dans le petit salon et resta debout, tournant son chapeau. « Vous avez l'air très bien, Mademoiselle Felicity. »« Merci. Je ne suis pas venu pour dire ça. » Il posa le chapeau. « J'ai fait rédiger un document. Je dois le jurer devant un commissaire vendredi, et il doit être versé au procès en chancellerie concernant l'enfant. » La pièce était froide, et le feu était petit. Felicity se tenait près de la table et ne la toucha pas. « Une déclaration sous serment, dit-elle. C'est le mot. Il le dit avec soin. Un homme utilisant un outil d'un autre métier. Il dit la pure vérité et rien de plus. Que le 12 octobre, un mariage devait avoir lieu à l'église de Chalcombe entre sa grâce et mademoiselle Amabel Ashurst. Qu'est 1100 livres de dot ont été avancés en août et avaient disparu à la Saint-Michel, dépensés par la belle-mère de la dame. Que la mariée n'a pas été amenée à l'église, et qu'une autre jeune femme a été amenée à sa place dans la même robe et le même voile, et a remonté l'allée couverte. Ce n'est pas pour ça qu'elle a remonté l'allée couverte. C'est ce qu'elle a fait, dit-il. Je ne suis pas un menteur, mademoiselle Felicity. C'est le problème avec moi. Chaque mot est vrai, et cela se lira comme une conspiration pour escroquer un duc. Ce sera lu par un avocat à un maître en chancellerie qui n'a jamais de sa vie mis les pieds dans une église de campagne. Elle comprit alors avec une grande clarté la forme de la chose. Pas le scandale. Le scandale, elle pouvait le supporter. C'était l'enfant. « Que voulez-vous » dit-elle. « Je veux ce que j'ai toujours voulu. Je veux que vous rentriez à la maison et que vous soyez Madame Quayle. » Il le dit exactement comme il l'avait dit à la table de son père, et ses mains étaient instables, et c'était le pire de tout. « J'ai une nouvelle maison à Chalcombe. J'ai les titres de Ninefield, où je les avais jusqu'à ce que ces gens me les achètent sous le nez en novembre, et me payent mon argent, et ne me disent jamais un mot. Pas un seul mot. Comme on payerait un commerçant. Vous avez été payé à la valeur. J'ai été payé, dit-il. C'est une chose différente d'être consulté. Et le voilà, tout entier de nouveau, debout dans le salon d'un duc avec son chapeau sur la table. Je ne dis pas que j'utiliserai le document, dit-il. Je dis que je l'ai fait rédiger. Felicity le regarda un long moment. Monsieur Quayle, dit-elle, voulez-vous vous asseoir et me dire en quelle année ils vous ont refusé l'Assemblée pour la première fois? 1809, dit-il enfin. Et vous avez continué à payer la cotisation chaque année depuis. Chaque année, dit M. Quayle. Chaque année depuis. Elle le raconta à Nicolas ce soir-là. Tout, dans l'ordre, sans adoucir aucune partie. Il écouta, debout près de la fenêtre, le brouillard contre la vitre. Il le jurera, dit-il. Il le jurera si on ne lui répond pas. Ce n'est pas un homme cruel. C'est un homme à qui on a dit pendant 40 ans qu'il ne devait pas être invité, et il a enfin trouvé qu'il avait quelque chose dans sa main. Alors il est exactement aussi dangereux qu'un homme cruel. Oui, Nicolas se retourna. Son visage était redevenu ce qu'il avait été sur la marche du cœur en octobre.
Fermé, immobile, entièrement en ordre. Snell viendra vous voir le matin, dit-il. Il y aura un document. 2000 livres en plus de ce qui est convenu, et le bail de la maison de Marchford, qui est une bonne maison, et une libération de notre arrangement daté du 1er mars, ce qui vous met hors du procès complètement. Je l'annoncerai moi-même. Je m'assurerai que l'annonce soit formulée de manière à ce que la faute soit mienne, et qu'il n'y ait aucune lecture possible dans laquelle vous ne soyez autre que maltraité. Felicity se tint tout à fait immobile, les mains le long du corps, et laissa tout être dit avant de répondre. « C'est votre réponse. C'est l'arrangement, dit-il. Il devait toujours se terminer. Il se termine 5 semaines plus tôt, mieux financé, et avant qu'un homme dans un salon puisse mettre votre nom dans une déclaration sous serment. Et l'enfant? L'enfant est mon affaire. Elle a 7 ans, et elle m'a demandé le 12 décembre, où les gens qui partent écrivent des lettres. Mademoiselle Ashurst. Non, dit Felicity. Pas ça et pas maintenant. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle découvrit qu'elle n'en avait pas besoin, qu'après 5 mois dans sa maison, elle pouvait l'atteindre de n'importe où dans une pièce. Vous avez fait ça tout du long, dit-elle. Dans la sacristie, vous m'avez donné l'argent avant que je ne le demande pour que je puisse partir. Vous avez acheté les titres de la maison de mon père pour que personne ne puisse les utiliser contre moi. Vous avez réparé un toit et n'avez envoyé aucun mot. Vous avez arrangé avec très grand soin que je ne sois jamais à aucun moment dans le besoin de vous, et maintenant il y a des problèmes, et vous l'arrangez de nouveau. Il ne vous est pas venu une seule fois à l'esprit de vous tenir là, et de me demander de rester et de vous aider à vous battre. Le brouillard bougea contre la fenêtre. « Si je vous le demande, dit Nicolas, vous ne pouvez pas dire non. »« Pourquoi pas ?» dit-elle. « Parce que vous n'en êtes pas capable. » Sa voix n'était plus égale. « Vous avez remonté cette allée pour une sœur qui ne le méritait pas. Vous en remonteriez 10. Si je vous demande quoi que ce soit, vous me le donnerez. Et je ne saurai jamais si vous êtes resté parce que vous l'avez choisi ou parce que j'ai tendu la main. Et vous êtes une femme qui ne peut pas laisser une chose inachevée. » Felicity le regarda. « Alors, à la place, vous avez décidé pour moi, dit-elle. Ce qui est précisément ce que ma belle-mère a fait en août. Seulement, vous avez de meilleures manières et plus d'argent. » Elle vit le coup porté, et elle n'avait pas eu l'intention d'être cruelle, et elle n'en était pas désolée. « Je rentre à la maison, dit-elle. Pas à Marchford, mais à Ninefield. Il y a un homme là-bas qui va jurer un document vendredi et une femme qui a écrit une annonce de journal en août, et je suis la seule personne vivante qui les a tous les deux dans un livre. Envoyez M. Snell à Chalcombe si vous voulez. Ne l'envoyez pas avec un arrangement financier. Envoyez-le avec un clerc qui peut prendre note de ce qui est dit. » Elle partit pour le nord le 6 mars. Elle ne dit pas au revoir à Thompson. Thompson était à Lowbridge et elle était à Londres. Et une lettre aurait été une promesse qu'elle n'était pas en mesure de tenir. Alors, elle n'en envoya aucune et savait exactement ce que cela coûterait. Le petit salon de Ninefield n'avait pas été utilisé depuis les funérailles de son père, parce qu'il faisait face au nord et coûtait un feu. Felicity en alluma un et plaça 3 chaises. Elle posa le livre de compte sur la table, et à côté, le livre de correspondance de sa belle-mère. À côté de cela, elle posa une feuille pliée du bureau du Morning Post, certifiée par un clerc, avec la date et les frais inscrits au dos. Rosina entra la première, vit la table, et comprit immédiatement tout de la demi-heure à venir, car elle n'était pas une femme stupide. Elle n'avait jamais été qu'une femme effrayée. Monsieur Quayle arriva à 3 heures dans son bon manteau. « Asseyez-vous, tous les deux, » dit Felicity. « Monsieur Quayle, vous voudrez entendre ceci parce que vendredi, vous devez jurer des faits, et un homme devrait les avoir tous. » Elle ouvrit le livre de correspondance. « L'annonce est partie à Londres le 10 août. De votre main, maman. » Elle dit « Mademoiselle Ashurst de Ninefield, pas Mademoiselle Amabel Ashurst. Voici la copie que le bureau a gardée, et voici les frais, et voici votre main dans le livre. Ça sonne mieux, dit Rosina. Son menton était relevé. Je vous l'ai déjà dit. Ça sonne mieux, acquiesça Felicity. Ça signifie aussi la fille aînée, et chaque femme de ce comté le sait. Et vous le saviez quand vous l'avez écrit. Vous l'avez écrit en août, parce qu'en août, vous aviez déjà eu 1100 livres de l'argent d'un duc, et vous n'étiez pas certaine d'Amabel. Vous n'étiez pas certaine d'elle depuis juin. Vous avez écrit une annonce qui pouvait signifier l'une ou l'autre de nous, de sorte que si elle vous faisait défaut, il y aurait toujours une mademoiselle Ashurst de Ninefield. Le silence dans la pièce froide dura assez longtemps.
Vous ne pouvez pas le prouver, dit Rosina. Non, dit Felicity. Je ne peux pas prouver ce qu'il y avait dans votre tête. Je peux prouver chaque shilling et chaque date, et tout homme qui lira ces 2 livres ensemble imaginera votre tête par lui-même. Monsieur Quayle, vous pouvez les lire. Prenez tout le temps que vous voulez. Il les lut. Cela prit 20 minutes, et il lut avec son doigt sous les chiffres, une habitude de malteur, et personne ne parla. Quand il leva les yeux, son visage avait changé. « Il n'y a pas de fraude envers sa grâce là-dedans, » dit-il lentement. « L'argent est dépensé, et il est mal dépensé, mais il est inscrit. Chaque sou est inscrit. Qui inscrit l'argent qu'il a l'intention de voler? Personne, dit Felicity, ce qui est la seule raison pour laquelle ma famille ne sera pas ruinée ce mois-ci. Elle se tourna vers sa belle-mère. Voici ce que je vais faire. Je ne vous ferai pas poursuivre pour les 1100 livres. Je les paierai. Elles proviendront de ce qui m'est alloué, à 75 livres par an, et cela me prendra le reste de ma jeunesse, et je le ferai. En retour, vous irez devant un commissaire vendredi avec Monsieur Quayle. Vous jurerez toute la vérité, que l'annonce était de vous, que l'argent était de vous, que votre fille aînée est venue à cette église pour empêcher un mariage et non pour en faire un. Personne en Angleterre n'a été trompé ne serait-ce qu'une minute. Et ensuite, dit Rosina. Sa voix s'était brisée au milieu du mot. 2 pièces à Bath et un bonnet. C'est ça? 80 livres par an, dit Felicity. De moi, pas de lui. Ce sera payé que je me marie ou non. Et ce sera payé si vous ne m'écrivez plus jamais. Si vous racontez un autre mensonge sur cette famille dans un salon, ce sera payé quand même. C'est ce que j'ai à vous donner, maman. Ce n'est pas ce que vous vouliez. C'est ce qu'il y a. Rosina Ashurst mit sa main sur sa bouche, s'assit dans le fauteuil de son mari décédé, et pleura sans aucun charme, pour la première fois en 12 ans. Monsieur Quayle regarda le feu. « Et moi, mademoiselle Felicity ?» dit-il enfin. « Vous m'avez fait venir ici pour voir que vous n'avez pas peur de moi. Je vous ai fait venir ici parce que vous êtes le seul homme de ce comté dont la parole n'a jamais été mise en doute. C'est ce que vous avez, monsieur Quayle. Pas les malteries. » Il tourna son chapeau une fois sur son genou et ne dit rien. « Je ne vais pas vous épouser, dit-elle. Pas cette année, pas dans 10 ans. Pas si je me retrouve sans un shilling. Je préfère vous le dire en face, dans une pièce froide, plutôt que de vous laisser passer un autre hiver avec ça à moitié ouvert. Et je ne vais pas prétendre que c'est à cause de la touraille à Malte, parce que ce n'est pas le cas. C'est parce que je ne vous aime pas. Et vous le découvririez au 2e Noël, et vous êtes un homme trop honnête pour être épousé pour une brasserie. » L'horloge continua de sonner dans le couloir. « Bien, dit Monsieur Quayle. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose, dit-elle, ce que je ne crois pas que quiconque à Chalcombe ait fait en 40 ans. Voulez-vous emmener ma belle-mère chez le commissaire vendredi et jurer la vérité à ses côtés? Pas pour moi. Il y a une enfant de 7 ans dans le Nord qui sera donnée à des étrangers sur la foi d'un paragraphe, à moins qu'un homme simple ne se lève et ne dise ce qu'il a vu. Ephraim Quayle était assis dans le salon froid d'une maison qu'il avait failli posséder, et on lui demandait son aide. « Je, dit-il, je le ferai. » Nicolas arriva le 14, sous la pluie, ayant parcouru les 20 derniers miles à cheval parce que la chaise était tombée dans un fossé à Weatherall. Il se tenait dans le hall de Ninefield, l'eau dégoulinant de son manteau, et Peggy le lui prit, et il ne sembla pas la remarquer du tout. « Ils se sont retirés, dit-il. Verinder. Snell l'a appris ce matin. La déclaration de votre belle-mère et celle de Quayle ont été déposées mardi, et jeudi, ils en ont eu assez. Il y aura un arrangement pour les vacances de l'enfant avec la famille de sa mère, ce qui est juste, et que j'aurais dû proposer il y a 1 an. J'en suis heureuse. Oui, il se tenait dans le hall, la pluie sur les dalles de l'entrée. Ce n'est pas pour ça que je suis venu, dit-il. Il sortit une lettre. Elle était ouverte, le sceau brisé, et le papier doux à force d'être manipulé. Le 4 mars, dit-il, la nuit où vous êtes parti. Je me suis assis avec à 2 heures, et je l'ai ouverte à 6 heures, et je l'ai lu 6 fois avant qu'il ne fasse jour. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il avait une fille et pas de femme, et une poitrine fragile, et que si quelque chose arrivait, je devais la prendre. Il dit. Nicholas s'arrêta et recommença, d'une voix qui s'était brisée quelque part. Il a dit, « Tu le feras mal, Nick, et tu le feras, ce qui est plus que la plupart. » Et à la fin, il a dit que nous avions perdu 2 ans pour un cheval, qu'il avait l'intention d'écrire depuis Pâques, que ce n'était la faute de personne d'autre que nous deux.
Il était heureux que ça s'arrange. Ça s'arrangeait, dit Felicity. Il l'a écrit. Il l'a écrit le mardi. Alors ça s'arrangeait le mardi. C'est une chose vraie, et personne ne peut vous l'enlever. Il regarda la lettre dans sa main. Puis, il la plia et la rangea dans la poche de son manteau, où elle resta pour le reste de sa vie. « Je vous ai libéré, dit-il. C'était dans les journaux le 9, et c'est fait. Et il n'y a plus rien entre nous. Les 900 livres sont à vous. Les titres de Ninefield sont à vous. Vous me devez 12 ans d'intérêt, et je ne peux pas vous les remettre, parce que vous ne me le permettriez pas. »« Non, dit Felicity. Je ne le permettrai pas. Alors je suis venu les mains vides, dit Nicolas, duc de Ravensley, debout dans un manteau mouillé dans un hall miteux. Ce qui est la seule façon dont je suis capable de vous le demander. Elle attendit. Elle n'allait pas l'aider. Elle avait appris cela en 5 mois. Restez, dit-il. Pas pour l'enfant, pas pour la maison qui vous dévorera, et pas pour l'argent qui est à vous de toute façon. Épousez-moi parce que vous le voudriez, si vous le vouliez, et si vous ne le vouliez pas, dites-le maintenant, et je retournerai à l'auberge, et serai parfaitement civil à ce sujet pour toujours. Felicity Ashurst découvrit qu'elle connaissait sa réponse depuis environ le 4 janvier à 2 heures du matin, dans un bureau froid avec 2 bougies. « Nicolas, dit-elle. Oui. Demandez-moi dans l'église, dit-elle. En mon propre nom, avec ma propre licence et le voile relevé. Je l'ai fait de l'autre manière, et je n'ai pas aimé ça. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche, et cette fois, ça ne s'arrêta pas à mi-chemin. « Les bancs, ça prendra 3 semaines, dit-il. Je sais exactement combien de temps ça prend, dit Felicity. J'ai beaucoup à faire dans la brasserie. Les bancs furent publiés à Chalcombe les 3 dimanches d'avril, et l'église était plus pleine à chaque fois, ce que le pasteur attribua à la saison. Felicity Ashurst de cette paroisse. Son propre nom, 3 fois à voix haute dans un bâtiment où personne ne l'avait jamais utilisé. À Lowbridge, les volets de la façade est furent ouverts la 2e semaine de mai par 2 hommes sur des échelles, et la lumière entra dans des pièces qui avaient été grises pendant 3 ans et les trouva chaudes à midi. Tamson fut autorisée à ouvrir le dernier elle-même. Elle écrivit à Bristol à ce sujet, au frère de sa mère, d'une grande écriture soignée, parce que cela avait été arrangé et devait continuer. Le livre de comptes retourna sur l'étagère de la distillerie, où de tels livres appartiennent, avec la main de sa mère dans la première moitié et la sienne dans la seconde, et de nombreuses pages restantes. Le 9 mai, il y avait 4 voitures sur la route à Chalcombe et un peu plus de 60 personnes, et un garçon perché dans le même if. À l'intérieur, 2 bougies étaient allumées parce que c'était un mariage. La mariée remonta l'allée, en gris colombe, avec de la vieille dentelle, au bras de l'ami sourd de son père. Le voile était relevé de son visage depuis la porte de l'église, afin que chaque âme de la paroisse puisse voir exactement quelle sœur arrivait. L'homme sur la marche du chœur se retourna quand elle fut à 6 pas. « Vous n'êtes pas la mariée qu'on m'avait promise, » dit le duc de Ravensley. « Non, » dit Felicity. « Je suis celle que vous avez demandée. » Et le clerc ouvrit le registre et le pasteur trouva sa page. Quelque part derrière eux, une femme au 3e rang murmura « Mademoiselle Ashurst », et pas une seule personne dans cette église n'eut à demander de qui elle parlait. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et permettre que ces histoires restent gratuites pour tous, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend en ligne. Dites-nous de quelle ville vous nous écoutez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.